Alors que le journaliste Victor Castanet vient de faire paraître un ouvrage qui fait grand bruit aux éditions Flammarion, un ouvrage intitulé Les Ogres, qui révèle le dysfonctionnement grave des crèches privées et l'inaction de l'État en la matière. Une discussion à ce sujet ce soir, scandale de la petite enfance, à qui revient la faute? Et quelques chiffres pour en poser les fondements. 460 000 d'abord, c'est le nombre de places d'accueil en collectif en France. Parmi elles, 50% relèvent des crèches publiques, 27% des crèches privées, 23% des crèches associatives. Au total, plus de 200 000 places d'accueil manqueraient dans le pays pour accueillir les très jeunes enfants. Une situation face à laquelle un collectif d'associations a réclamé mardi, avant-hier, un plan d'urgence. Alors à qui la responsabilité donc? Au privé, à l'État? L'enjeu est-il plus systémique? Pour en débattre et en discuter, trois invités ce soir. Cyril Godefroy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éducateur de jeunes enfants, co-secrétaire général du syndicat national des professionnels de la petite enfance. À vos côtés, Louise Ovitu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Nouvel Obs. Vous avez consacré une grande enquête au secteur des crèches en juin 2022. Une enquête intitulée Les crèches au bord de l'implosion entre rentabilité à tout prix, burn-out et maltraitance cachée. Et vous êtes l'autrice d'une autre enquête qui a paru cette semaine dans les colonnes de l'Obs. Avec nous, mais à distance, Thibaut Bazin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député membre de la droite républicaine de Meurthe-et-Moselle et vous êtes le président de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale qui a porté sur les crèches. Vous avez rendu en la matière un rapport qui a paru en mai dernier. Merci à tous les trois d'être présents dans Question du soir. J'ai commencé à recevoir des dizaines, puis des centaines, puis des milliers de mails et de courriers m'alertant de graves dysfonctionnements dans le secteur de la petite enfance et faisant déjà le parallèle avec ce qui avait pu se passer chez Orpea, c'est-à-dire des logiques d'optimisation des coûts sur les produits de première nécessité, notamment les couches ou les repas, l'obsession du taux d'occupation et globalement une dégradation et des conditions de travail des professionnels et de la qualité d'accueil. J'ai écrit dans mon introduction que ce livre, Les Ogres, dont on vient d'entendre l'auteur Victor Castanet sur France Inter l'autre matin, j'ai écrit qu'il révélait le dysfonctionnement grave des crèches privées. Révèle, c'est un mot faux, je l'ai réalisé en le disant. Il n'y a pas beaucoup de révélations dans ce livre, mais cela vient sans doute conforter ce qu'on savait déjà depuis un moment, à savoir que le secteur de la petite enfance est en très très grande crise, Louise Ovitu. Oui, tout à fait. En effet, ça fait à peu près, ça fait plusieurs années que le secteur est en crise et on va dire que ça fait à peu près 2 ans qu'on médiatise cette crise. Il y a eu des enquêtes sur le sujet, des livres sur le sujet. Alors oui, dans une certaine mesure, on sait. Maintenant, c'est important de le souligner, le travail d'enquête réalisé par Victor Castanet, il a le mérite de mettre à nouveau le sujet sur la table. Mhm. Il a le mérite de souligner l'urgence de la situation et d'éclairer sur certaines dérives, en particulier celles qui concernent le secteur privé. Je voudrais vous citer Aurore Berger, hein, c'était en septembre 2023. Elle disait: il n'y aura pas d'effet Orpea. Les livres qui sortent sur les crèches ne révèlent rien de nouveau après le rapport de l'IGAS. Ils n'auront pas le même impact que les fossoyeurs de Victor Castanet qui avait mis au jour le scandale des maisons de retraite. Or, Victor Castanet sort un livre justement sur ce sujet. Cyril Godefroy, qu'est-ce qu'il apporte de nouveau à la réflexion? Il apporte 3 aspects. Le premier, c'est, des éléments, assez factuels sur une possible collusion entre le secteur privé lucratif et justement le gouvernement, avec des verbatims de visioconférences et cetera, qui sont quand même assez, sidérants quand on travaille dans le secteur. La deuxième, c'est tout le détail de jusqu'où peut aller le cynisme du secteur privé lucratif avec l'exemple de People and Baby. Et puis la troisième chose, c'est l'importance aussi de tout le système de la politique petite enfance en France avec l'administration principale qui vient un peu chapeauter tout ça, qui est la Caisse nationale d'allocation familiale, et l'importance aussi des élus locaux dans ce qu'on appelle les délégations de services publics qui ont beaucoup évolué ces dernières années. Je vous pose une question, Thibaut Bazin, similaire à celle de vos co-débatteurs. Dans le fond, qu'est-ce qu'apporte de nouveau ce livre intitulé, je le rappelle, Les Ogres, et signé Victor Castanet?
Alors pour être très franc, je ne l'ai pas lu en totalité. Il y a eu des extraits qui ont été publiés dans la presse. Bon, le premier élément, c'est qu'il met à l'ordre du jour, et j'allais dire dans un sujet d'actualité, le sujet de l'accueil de nos petits. Et c'est plutôt une bonne chose que d'essayer de travailler à la qualité d'accueil. Maintenant, il fait plusieurs constats, certains qu'on connaissait déjà, Mhm. d'autres où il faudrait faire attention à ne pas les résumer, ou en tout cas les globaliser, parce qu'à chaque fois qu'il est intervenu depuis la publication de son livre, il a fait attention à nuancer ce qui pouvait avancer. Et on voit bien aujourd'hui, derrière, on a des professionnels, on a des familles, et il faut qu'on soit aussi extrêmement vigilant, parce qu'il ne faut pas qu'on lui fasse dire ce qu'il n'a pas forcément totalement écrit. Et je l'ai beaucoup écouté ces derniers jours. Et il me semble important aussi d'abord d'apporter une considération pour tous ceux qui y travaillent. Et on n'y manquera pas de le faire dans cette émission. C'est pour que ça que vous êtes présents tous les trois. Louise Ovitu, je voudrais vous citer ce que vous avez écrit dans l'Obs dernièrement. Des enfants qui pleurent 1 heure sans qu'aucun adulte ne vienne les voir. Chauffage en panne, couches inchangées du matin jusqu'au soir. Coton et repas rationnés. Un bleu, on frotte. Une morsure, on passe sous l'eau froide. C'est ce que vous racontez Margot, 29 ans, ancienne éducatrice de jeunes enfants, contrainte par sa hiérarchie à mentir aux parents. Est-ce que ce témoignage-là, il est illustratif d'un phénomène, j'allais dire, absolument transverse et courant dans ces établissements de la petite enfance, dans ces crèches en l'occurrence? Ce qui est certain, c'est que dans le cadre de cette enquête, moi, j'ai fait un appel à témoignages, où 1 400 professionnels de la petite enfance, ont répondu. Et dans ces 1 400 professionnels de la petite enfance, ce que j'ai ressenti, c'est beaucoup de souffrance au travail, des conditions de travail qui se sont détériorées ces dernières années. Je ne pense pas qu'il y a de la maltraitance partout, mais il y en a. Il y en a dans le privé, dans le public, dans l'associatif, et là où il faut, enfin, c'est la raison pour laquelle il faut agir au plus vite. Comment est-ce qu'on tente d'apprécier, de mesurer, justement, Cyril Godefroy, ces maltraitances? Il faudrait pas non plus effrayer aujourd'hui tous les parents qui ont mis leurs enfants à la crèche. Il faudrait pas non plus pointer du doigt l'ensemble des professionnels. Alors, à quel point ce phénomène de maltraitance est-il répandu dans nos crèches? C'est peut-être la première interrogation. Alors, les structures sont globalement, quel que soit le type de gestionnaire, toutes touchées par des situations complexes du fait des modes de fonctionnement. On pourra peut-être le redévelopper après en termes de cadre réglementaire et de cadre financier, et qui est accentué par la pénurie actuelle de professionnels sur le marché. Ce qui fait que la moindre absence devient très compliquée à pouvoir pallier. Et de ce fait, on se retrouve avec beaucoup de professionnels qui ont une très très grosse envie de pouvoir travailler comme d'habitude, mais qui n'ont plus les moyens au quotidien. Et on a affaire comme ça à une dynamique que des fois je peux qualifier de burn-out d'équipe. Mhm. C'est-à-dire que toute l'équipe a envie de bien faire, mais n'a plus les moyens de le faire et s'épuise. Et moi, encore dernièrement, j'ai une collègue qui m'a dit, mais Cyril, tu te rends compte, la petite Jeanne, elle a été mordue 3 fois cet après-midi. À chaque fois, j'étais pris par un autre enfant, j'ai rien pu faire, c'est pas du bon boulot. Et je pense que voilà, c'est vraiment le témoignage que les équipes sont au bout du rouleau par rapport aux conditions de travail qui ont évolué par toute l'évolution du cadre réglementaire et toute l'évolution des cadres financiers qui a aussi impacté les conditions de travail. Ce qui me frappe, Thibaut Bazin, dans les 2 propos que l'on vient, d'entendre, c'est le lien extrêmement fort qu'il existe entre, la description des maltraitances, de maltraitances potentielles et la souffrance au travail, du point de vue des professionnels. Est-ce que vous faites, vous-même un constat similaire? Oui, alors tout d'abord pour répondre à la question que vous aviez posée initialement, on n'a pas observé, on a pu, échanger aussi avec ceux qui avaient mené d'autres enquêtes, des inspecteurs. On n'a pas de phénomène généralisé dans D'accord. les, 460 000 places collectives. C'est une extrême minorité. Il faut la combattre, il faut faire en sorte que tous les abus, les situations scandaleuses qui sont décrites cessent, immédiatement. Une fois qu'on a dit ça, la question c'est est-ce que le cadre réglementaire actuel, le cadre normatif actuel est propice
à offrir une offre de qualité. Et avant même d'augmenter, d'améliorer les normes, on a déjà une tension énorme sur la pénurie de professionnels, Mhm. avec des enjeux de formation, des enjeux de turnover, des enjeux d'organisation entre le temps de travail, le temps professionnel. Et tout ça fait que on n'a pas d'attractivité pour le métier, malgré que ça soit un métier passion, un métier vocation. Et le travail qui est rendu est absolument exceptionnel dans l'immense majorité des crèches, quel que soit leur statut. Sauf que ce qu'on leur demande de faire, dans les conditions qui sont faites, on est sur un modèle en tension. Quand vous avez la plupart des directeurs de structures qui nous disent tous, je passe plus de la moitié de mon temps à faire de l'administratif pour la CAF, on a un problème. Je voudrais passer... Et il faut vraiment modifier considérablement ce qu'on attend des personnels qui sont dans ces structures et comment on les accompagne. On va y venir parce que c'est un point effectivement absolument fondamental. Mais je voudrais passer la parole à Cyril Godefroy qui m'a fait un grand nom de la main lorsque vous expliquiez, Thibaut Bazin, qu'il s'agissait d'une extrême minorité d'établissements concernés par ces maltraitances. Oui, je me permets de reprendre les propos de Monsieur Bazin parce que du coup, c'est un discours qu'on peut entendre assez facilement de la part des gestionnaires du secteur privé lucratif et c'est pas possible de pouvoir laisser passer cet aspect-là. Ce n'est pas il n'y a pas de problème de maltraitance ou de négligence dans toutes les crèches de France, c'est pas mon propos, mais énormément de crèches y sont touchées à plus ou moins à certains moments de leur fonctionnement, parce que si vous êtes ric et rac en termes d'encadrement, le moindre absence fait que tout le système se grippe et ça devient très compliqué et les enfants sont toujours là. Donc effectivement, quand l'équipe est sous tension, il peut rapidement avoir des situations qui deviennent complexes. Donc de dire que c'est des cas isolés, je ne peux pas le dire. Non, c'est pas possible. Et c'est minimiser le problème. Pour bien comprendre ce que vous voulez dire, il y a grosso modo un spectre qui va de la maltraitance choquante jusqu'à l'empoisonnement, comme nous l'a montré récemment l'actualité, l'empoisonnement volontaire d'un enfant dans une crèche, mais ça va plus couramment au quotidien des petites inattentions, des petites humiliations de la part de ces personnels à l'égard des enfants, c'est cela? On est dans de l'accueil collectif, donc au quotidien, il faut bien aussi pouvoir tenir, on va dire, le rythme de la journée. Donc à partir de ce moment-là, si vous êtes un peu, on va dire, ric et rac en termes d'encadrement et puis c'est l'heure du repas, on va se faire en sorte que les enfants se dépêchent alors que c'est pas leur rythme. On est là pour respecter quand même leurs besoins et si on est obligé de les pousser pour aller jusqu'à la salle de restauration, pour moi, c'est pas du bon boulot, quoi. Thibaut Bazin, une réaction? Oui, je ne minimise rien, bien au contraire, et le rapport fait état de nombreux dysfonctionnements, et donc mon propos n'est pas du tout de minimiser. Je dis juste qu'il y a deux aspects. Il y a le premier, il y a des situations scandaleuses, abusives, qui relèvent du pénal, et il y a le cadre actuel qui lui-même est producteur parfois de ces dysfonctionnements. Et donc, c'est vraiment les deux niveaux que je souhaite mettre en avant. C'est qu'il faut à la fois développer, homogénéiser les contrôles, notamment inopinés, partout sur le territoire, quel que soit le statut. Et on a un vrai sujet sur les contrôles. Et de l'autre côté, travailler à l'attractivité des métiers de manière à éviter la pénurie, de manière aussi à permettre à ce qu'il y ait une qualité d'accueil. Et les deux sont intimement liés. C'est la question que vous me posiez tout à l'heure. On ne peut pas prendre soin des enfants si on ne prend pas soin des professionnels qui y travaillent. Et je pense que ça va rejoindre ce que pensent vos deux autres intervenants. Louise Ovitu, est-ce que l'on sait où ces maltraitances, ces dysfonctionnements, alors on parle depuis le début de cette conversation de cas, de situations extrêmement divers, mais où est-ce que les dysfonctionnements surgissent en priorité? Est-ce que c'est, comme on le dit, comme on le lit énormément, en priorité dans les établissements dits lucratifs? En fait, ces maltraitances, elles peuvent avoir lieu absolument partout, mais il y a quand même des subtilités dans les structures privées. La première, c'est que les crèches privées, elles ne répondent pas aux mêmes impératifs qu'une crèche, publique. Quand elles se développent à grande échelle, il y a un risque qu'elles cherchent à optimiser les coûts et en optimisant les coûts, donc vous faites un peu moins de change, vous réduisez donc le nombre de couches, vous commandez moins de repas
Et vous cherchez à tout prix à réduire le budget. Et le premier budget qu'on va chercher à réduire, c'est le nombre de professionnels qui encadrent les jeunes enfants. Et là, dans ces cas-là, on se retrouve avec des situations où, en effet, une personne se retrouve à devoir garder 8 enfants, voire plus, parce que sa collègue s'est absentée un temps. Et ça, en effet, ça peut créer des situations problématiques. Est-ce que vous aviez, Thibault Bazin, dressé un constat similaire dans le rapport que vous aviez remu, qui avait été adopté par la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale en mai dernier et qui portait justement sur les crèches et la petite enfance? Alors, nous avons, le premier constat, c'est qu'il y avait très peu de données tangibles et exploitables, Mmh. et qu'en fait, elles sont dispersées du fait de la pluralité d'acteurs. Donc, le premier travail qu'on a fait, c'est qu'on a mené une enquête et on a contacté toutes les CAF de France, toutes les PMI de France. Et le constat, c'est qu'on a des contrôles, notamment des services de la PMI, avec des pratiques fort variables, y compris sur le même territoire. Et donc, forcément, plus vous contrôlez, plus vous pouvez identifier. Et en fait, on a un phénomène qui a accaparé beaucoup de temps des équipes de PMI. C'est comme on a eu pas mal de création de micro-crèches, il y a un contrôle ab initio et ensuite un contrôle à une période donnée, ce qui fait que les équipes de PMI ont davantage contrôlé les micro-crèches ces dernières années. Depuis ce qui s'est passé à Lyon, qui est dramatique, de véritables procédures ont été déployées, mises en œuvre. Mais aussi, il y a un manque de ressources chez les PMI pour effectuer tous ces contrôles. Et donc, on voit bien, c'est un peu comme si vous aviez un radar sur l'autoroute, il flash plus qu'un chemin communal où il n'y a pas de radar. Et donc, forcément, si on veut améliorer la qualité et la garantir partout sur l'ensemble du territoire, dans toutes les structures, il faut qu'on monte en puissance sur la qualité de contrôle. Je précise juste d'un mot que la PMI, c'est la protection maternelle infantile. Cyril Godefroy, est-ce que vous faites vous-même le même constat? Dans le fond, il faut d'abord accroître les contrôles, leur régularité et leur qualité. Alors, il faudra accroître les contrôles, c'est certain, mais ce n'est pas la première étape. La première étape, c'est de faire en sorte qu'il y ait des professionnels auprès des enfants. Je veux dire, on a un constat de 10 000 postes manquants qui a été fait par la CNAF en juillet 2022. On n'a aucune réponse pour le moment politique sur le fait de comment on va faire en sorte de remédier à cette pénurie. Et ça fait plus de 2 ans qu'on le sait et on a des données chiffrées depuis maintenant 2 ans par la CNAF. Donc voilà, le problème, il est déjà là. Faisons en sorte d'avoir les professionnels auprès des enfants pour que le fonctionnement puisse être fait d'une manière correcte. Et puis après, vérifions que du coup, ce système-là soit bien mis en place. Alors sur cette question justement du recrutement, Cyril Godefroy, elle est absolument capitale, mais comment est-ce qu'on recrute? Est-ce que c'est en payant mieux? Est-ce que c'est en formant mieux? Est-ce que c'est en valorisant mieux ces métiers d'accompagnement et de soins? Les trois. Tout simplement, oui, C'est un programme. tout un programme, n'est-ce pas? Le syndicat national des professionnels de la petite enfance, quand il s'est créé il y a 4 ans, a lancé un baromètre des salaires. On a fait le constat sur un sondage qu'on a lancé, enfin un questionnaire en ligne sur 3000 réponses, qu'en moyenne, les salaires de la petite enfance étaient inférieurs de 300 € net par mois par rapport au salaire médian français. Voilà, on est sur un métier extrêmement féminisé, avec aussi pas mal de temps partiel ou choisi ou subi par les collègues femmes. Et donc, voilà, il y a déjà un gros progrès à faire de ce point de vue-là. Et c'est pas avec ce que le gouvernement vient de mettre en place, avec le bonus attractivité par la CAF, qu'on va loin, avec 100 € dans le secteur public ou 150 € brut dans le secteur privé. Donc ça, c'est déjà une première chose. La deuxième, c'est qu'il faut trouver à valoriser socialement ces métiers-là, Mmh. parce que du coup, c'est des métiers qui sont complètement invisibles. Parce que quand vous confiez votre enfant à la crèche, ou que vous la confiez aussi chez une assistante maternelle, parce qu'on parle principalement des crèches avec le livre de Victor Castanet, mais c'est le même problème pour les professionnels de l'accueil individuel. Donc, c'est des métiers où on confie son enfant et après on va travailler, on voit pas ce qui se passe. Donc, du coup, il y a voilà. Et puis, l'image d'Épinal, c'est les parents, ils laissent l'enfant le matin, puis ils jouaient bien au Lego avec mon enfant. Mais non, le métier de professionnel de petite enfance, déjà, c'est un métier et il s'agit pas de simplement jouer au Lego ou à la voiture avec l'enfant toute la journée. Ça va bien au-delà de ça. Et enfin, on est dans un secteur qui est très, très, très adapté, et c'est bien normal, aux tout jeunes. Donc, on a du tout petit mobilier, etc. Et on se retrouve avec
des collègues qui, même pas en fin de carrière, commencent à avoir des sacrés problèmes de santé et il va falloir sérieusement aussi travailler sur les conditions de travail, sur l'ergonomie des postes, parce que tout a été pensé par rapport à l'accueil des enfants, mais pas du tout par rapport aux conditions de travail et aux conditions d'accueil des professionnels. Et comme du coup, elles sont du genre à se dévouer pour les enfants, c'est pas, elles vont d'abord se battre pour la qualité d'accueil des enfants plutôt que leurs conditions de travail. Louise Ovitu, je reviens avec vous sur la question des établissements privés lucratifs. À quel point la pression financière qui est portée sur ces établissements est forte? Elle est forte, notamment sur un point dont on n'en a pas parlé, c'est le taux d'occupation. Le taux d'occupation dans une structure, en fait, l'objectif, c'est il faut remplir coûte que coûte. Il faut que la moindre place vacante soit occupée parce que sinon, c'est un manque à gagner. Or, cette pression, elle semble bien plus importante quand on est dans une crèche privée que quand on est dans une crèche publique. Et donc, elle va pousser à prendre plus d'enfants et à avoir tout en gardant le même nombre de personnel. Je voudrais vous faire entendre la voix de Laurence Rossignol, ancienne ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes. C'était le 12 avril 2023. Je suis très en colère et je vais vous expliquer pourquoi je suis très en colère. J'ai ressorti quelques documents. Que s'est-il passé avec ces documents entre 2016 et 2023? Rien. Très précisément, rien. Les ministres sont arrivés, il n'y avait pas de ministre chargé de la petite enfance, il y avait une ministre de la Santé qui s'occupait des solidarités, qui s'occupait en fait uniquement de santé. Donc ce secteur a été totalement abandonné par le gouvernement. Les documents que j'avais laissés dans les tiroirs n'ont été lus et vus par personne. On remet toujours l'ouvrage sur le métier, on repart à zéro comme si un gouvernement était supposé imprimer sa marque sur tout. En fait, ils n'ont imprimé leur marque sur rien. Et je ne suis pas surprise du rapport de l'IGAS et je suis vraiment accablée et vraiment, je le dis en colère, c'est pas souvent que je m'exprime comme ça, d'une telle incurie, d'une telle inaction de l'État pendant autant d'années. Thibaut Bazin, ce que décrit là Laurence Rossignol, cela résonne très fortement, très vivement avec l'ouvrage de Victor Castanet qui ne pointe pas seulement l'action du secteur public lucratif, mais qui pointe également l'inaction de l'État et des pouvoirs publics. Comment est-ce que vous l'expliquez, vous, cette inaction, j'allais dire même cette inertie quand on écoute Laurence Rossignol? Ah bah, je vais pas l'expliquer, je vais la dénoncer, puisque moi-même j'ai tiré la sonnette d'alarme il y a déjà plusieurs mois. Mhm. C'est un vrai sujet par rapport à la question de la politique familiale. C'est-à-dire qu'à un moment, on le voit bien, d'ailleurs c'est beaucoup plus large. On peut pas d'un côté faire évoluer les congés familiaux sans se poser la question de l'accueil des enfants. On peut pas faire évoluer et demander aux mères de famille de travailler si on ne se pose pas la question aussi de comment ça fonctionne et comment ça s'organise. Et quand on dit les collectivités n'ont qu'à créer des places, alors qu'elles n'y arrivent pas, elles n'ont pas les ressources humaines, elles n'ont pas les moyens, que les fameux 100 € qui ont été promis, on ne sait même pas par rapport au service public de la petite enfance qui est annoncé au 1er janvier, c'est une incantation. En réalité, on a vraiment besoin de réinvestir la politique familiale et ça comprend la qualité d'accueil. Pour cela, il faut un grand plan avec des moyens et à un moment, il ne faut pas se bercer d'illusions. On a eu un nombre de places en France on a eu des destructions nettes en 2023. Et donc aujourd'hui, sur la question de l'accueil sécurisé, l'accueil accessible, l'accueil de qualité sur l'ensemble du territoire, il y a des défis majeurs. Et aujourd'hui, moi j'ai une très grande inquiétude parce que plus de la moitié des assistantes maternelles vont partir à la retraite d'ici 2030. Et on voit bien, on a eu un manque de considération pour le métier. Donc il faut un grand plan RH sur le secteur. Et derrière la prévention des risques professionnels, il faut arrêter les formations qui sont uniquement à distance. Enfin, on a énormément de choses à faire. On a fait plus de 70 recommandations, mais on ne sait pas si le gouvernement va s'en saisir enfin. Alors, il y a eu un échange d'amabilité silencieuse pour savoir qui prendrait la parole, qui réagirait. Je vous cède justement la parole, Louise Ovitu. La vraie interrogation derrière tout ça, c'est comment on en est arrivé là? Parce qu'en réalité, l'État a clairement sa part de responsabilité. D'abord par la politique petite enfance qui a été menée ces 20 dernières années et qui s'est focalisée sur la nécessité de créer plus de places, toujours plus de places, sans jamais s'interroger sur la qualité d'accueil. Et ça, c'est essentiel. Ce qui a permis aux crèches privées de s'immiscer dans la brèche et dans une certaine mesure à l'État de moins s'impliquer et de rester justement dans cette passivité sur le long terme.
Cyril Godefroy, vous me disiez que depuis 5 années, 4 années que vous étiez à la tête de ce syndicat, vous aviez connu 4, 5 ministres, me montrez-vous de la main, 5 ministres déjà en chargé de la politique familiale et de la petite enfance? Oui, tout à fait. Et pour reprendre aussi la colère de Laurence Rossignol, c'est tout à fait ça. À son époque, il y a eu un rapport qui a été rédigé par Sylviane Jampineau, qui a fait quand même date et par la qualité du travail. Et tous les aspects de pénurie, etc., étaient déjà cités. Ça date de 2016. Et là, on a les deux pieds dedans et rien n'a bougé. Et par rapport à tout ça, c'est vrai que, comme souvent, il faut un drame et ça m'embête beaucoup de pouvoir toujours se référer à ce drame-là qui a eu lieu il y a 2 ans pour que du coup l'opinion publique commence un petit peu à réagir, pour que les médias grand public aussi s'intéressent un peu plus à cette situation-là. Mais ça fait 2 ans que le sujet est traité d'une manière beaucoup plus grand public. Rien n'avance. Et que du coup, on multiplie les rapports, on fait travailler les administrations, le Parlement a fait une mission flash, c'est la commission d'enquête, et rien. Qu'est-ce qu'il en est, quoi? Il faut faire quoi? Les professionnels, ça fait plus de 15 ans qu'ils sont fédérés au sein d'un collectif qui est composé d'associations et de syndicats. Ça date de l'époque où Madame Morano était secrétaire d'État à la famille et d'un décret en 2010 qui a été fortement décrié. Depuis, on a une accélération de l'évolution du cadre réglementaire jusqu'à en 2023, où du coup, on a eu encore la dernière étape, on va dire, de cette idée d'aller vers de plus en plus de places et de plus en plus de quantité, pour que là, avec ce dramatique meurtre, on s'en arrive à ce que là, on renverse la vapeur, mais que dans le discours. Dans les actes, on attend toujours. Thibaut Bazin, aujourd'hui, le taux d'encadrement, c'est-à-dire le nombre d'adultes en charge d'enfants, aujourd'hui, il est de 6 enfants pour un adulte. La promesse du gouvernement, c'est en 2027 de le porter à 5 adultes, 5 enfants, pardon, pour un adulte et de le porter en 2032 à 4 enfants pour un adulte. Est-ce que cette trajectoire-là, si je puis dire, est-ce que ce scénario-là vous paraît crédible? Dans l'idéal, bien sûr, mais on n'écrit pas comment. Enfin, je veux dire, les personnes, on les invente pas. Est-ce qu'on a un nombre de personnes en cours de formation actuellement qui vont permettre de répondre à ce défi, sachant qu'on a déjà des départs programmés de manière massive. Enfin, je crois qu'on mesure pas aujourd'hui que l'offre d'accueil collective, c'est pas l'offre majoritaire aujourd'hui en France. La plupart des enfants sont soit à domicile, soit chez une assistante maternelle, et que le départ de plus de la moitié des assistantes maternelles à la retraite, on va avoir un défi colossal, et on a une vraie difficulté aujourd'hui pour y répondre. Et donc cette programmation, cette annonce, c'est comment on le fait. Est-ce que derrière, on aura en formation suffisamment de personnes? Or, on voit bien qu'il y a un peu de grippage entre les régions qui s'occupent de la formation et l'État. On a une absence de pilotage interministériel sur le sujet. On ne sait pas combien on a de personnes à former, le besoin. On ne sait pas combien de places on a véritablement besoin. Alors, il y a des chiffres qui circulent, mais on n'a pas un pilotage interministériel sur ces recensements. Et donc, pour y arriver, le comment est le plus important. Je crois que la plupart, on souhaite avancer dans cette direction. Mais comment on y arrive? C'est le plus important à écrire. Cyril Godefroy, vous souhaitez réagir? Oui, c'est un propos que je me permets de réagir par rapport aux propos de Monsieur Bazin, mais la petite enfance, c'est un secteur qui est extrêmement morcelé, comme il a déjà pu le dire, parce qu'en fait, il n'y a pas d'obligation, comme les communes s'occupent des écoles, les départements des collèges. Donc, je dis souvent en raccourci, Personne n'est en charge du sujet, vous voulez voilà, dire? personne s'en occupe, donc tout le monde s'en occupe. Et donc, c'est tellement morcelé que le travail que la commission d'enquête parlementaire a essayé de faire a été un travail de longue épreuve, parce qu'il faut rassembler une quantité de données. Et nous, on est souvent sollicités en tant que syndicat pour dire mais comment ça se passe par vos confrères. Et c'est vrai qu'on a l'impossibilité d'y répondre parce qu'on a 5 conventions collectives, 2 types de fonctions publiques, tous ceux qui sont au code du travail. Enfin, ça devient quelque chose de... Rien qu'au niveau, on va dire, contrat de travail. Hein. Donc vous imaginez bien qu'à côté de ça, vous rajoutez les règles du code de la santé publique, du code social, du code de l'action sociale et des familles, les règles de la CAF. Enfin, vous voyez, on se retrouve dans une... Il faut être sacrément technicien dorénavant pour pouvoir piloter des services petite enfance en France, quoi. Une réaction sollicitée par Thibaut Bazin. Oui, en complément, parce que je souscris totalement, on a essayé d'analyser la question de la réservation de berceaux.
Et en ayant échangé aussi avec les rapporteurs de la Cour des comptes, qui est en train de faire une évaluation très poussée sur le sujet, plus de la moitié des berceaux sont réservés du fait du secteur public. Mm. Il n'y a aucun recensement centralisé de cette pratique au niveau de l'État qui nous permettrait d'en prendre véritablement la mesure, d'appréhender son impact économique sur le modèle, de questionner les exigences liées en termes de qualité d'accueil. Vous prenez, on parle beaucoup des délégations de services publics depuis quelques jours. Il n'y a pas de modèle proposé par la CNAF de cahier des charges, de convention. On pourrait permettre de diffuser des bonnes pratiques en vue d'assurer la qualité du service. Enfin, il y a énormément à faire, mais on voit bien qu'il n'y a pas de pilotage, il n'y a pas de coordination avec cet enjeu de la qualité. Louise Ovitu, je voudrais qu'on ajoute à cette discussion une dimension sociale. Je suis tombé en préparant cette émission sur ce chiffre effarant. 75% des familles qui vivent sous le seuil de pauvreté n'ont pas accès à de solutions liées à la petite enfance. Alors comment est-ce qu'on fait pour ces familles et surtout pour créer une homogénéité, une égalité dans le rapport à la petite enfance? Moi, je pense très sincèrement à la manière dont on est obligé de scolariser son enfant à 3 ans. On devrait pouvoir bénéficier d'un mode de garde à la naissance d'un enfant. On devrait aussi prolonger le congé paternité, prolonger le congé maternité. Je sais qu'il y avait cette idée d'un congé naissance. Bon, bah, on n'a plus de gouvernement, donc je ne sais pas ce qu'il en est. Mais c'est aussi par ça que ça passe comme solution. C'est des solutions. Cyril Godefroy, ces disparités sociales, vous les constatez, elles sont flagrantes, vous qui êtes à la tête justement d'un syndicat qui représente les professionnels du secteur? Oui, l'accessibilité des modes d'accueil en France, il est quand même pas égalitaire par rapport aux situations sociales des familles, parce que les familles qui sont sans emploi s'imaginent encore que du coup les crèches ne sont pas accessibles pour elles, alors que du coup la CAF a fait énormément de choses là-dessus pour que le tarif soit en fonction des revenus et qu'il n'y ait pas, en tout cas, de volonté de la part des gestionnaires de prioriser les parents qui sont avec un emploi par rapport à ceux qui n'en ont pas. Mais vous laissez entendre là que c'est uniquement un problème d'information, il n'y a pas d'autres barrières, qu'elles soient financières, territoriales, de barrières d'autres types qui expliqueraient les disparités Ah, que je viens de décrire? des disparités territoriales, il y en a énormément. Je veux dire, si vous prenez le taux de places d'accueil, quel que soit le mode, en France par département, vous voyez bien qu'il y a des très grandes disparités d'un secteur à l'autre. Et puis, oui, il y a quand même une accessibilité de l'information à toutes ces familles-là qui n'est pas évidente et qu'il faudrait davantage travailler. Et, et c'est souvent aussi quelque chose que j'aime bien faire passer comme message, c'est qu'il faut que les structures et les crèches, ça soit pas un lieu fermé, il faut que ça soit un lieu ouvert sur la cité et qui permette justement d'être vraiment un lieu de vie, un lieu de rencontre des familles du secteur. Et ça, c'est pas forcément le cas parce que c'est un lieu où on dépose son enfant le matin, où il vit sa journée et on vient le rechercher le soir. Et le côté lien social que pourraient avoir ces structures-là, je rappelle que les professionnels de la petite enfance, c'est des professionnels du paramédical et du social, hein, suivant leur formation. Du coup, cette mission n'est pas remplie, en tout cas pas assez. Thibaut Bazin, on a beaucoup fait la comparaison entre l'affaire Orpea qui est déjà sortie il y a quelques années, qui était déjà le fait du travail de Victor Castanet et qui concernait alors les EHPAD, et la comparaison avec justement ce secteur de la petite enfance. Alors est-ce que selon vous, ces révélations, ce discours que l'on entend en ce moment et ce diagnostic que l'on fait sur la façon dont on traite nos bébés a à voir avec la façon dont on maltraite nos aînés? Euh, Alors, ça m'embête toujours quand on compare deux secteurs qui sont quand même très différents dans les enjeux, dans les financements. À chaque fois qu'il y a des abus, ils sont scandaleux, enfin, quel que soit le secteur, et il faut pouvoir les combattre. Mhm. La question après du modèle de la petite enfance, notamment avec le financement de la CAF, est vraiment spécifique à la petite enfance et ne correspond pas exactement. On n'a pas de réservation de lit d'EHPAD comme on a des réservations de berceaux avec un phénomène de coupe-fil utilisé en très grande majorité par les acteurs publics. Ça, c'est pas exactement la même chose. Et on voit bien que les biais du modèle, parce qu'il faut complètement revoir le modèle de financement, quel que soit le statut, notamment le modèle PSU, c'est un autre modèle par rapport aux EHPAD qu'il faut aussi revoir avec un plan grand âge, mais on n'est pas exactement sur une symétrie sur l'ensemble des plans.
Louise Ovitu, vous êtes d'accord dans le fond, cette Pas comparaison entre les totalement. deux secteurs? Enfin, Alors oui, vous allez sur nous la, le dire, si, sur elle la, sur elle la tient pas comparaison, fondamentalement? sur la comparaison, si elle tient, mais je suis pas totalement d'accord avec ce que dit Monsieur Alors je vous Bazin. laisse réagir justement. Je suis d'accord sur l'aspect financier, c'est très différent. Le monde des crèches, c'est très compliqué. J'ai toujours pas très bien compris le fonctionnement financier. Et pourtant vous travaillez dessus depuis Voilà, plusieurs années. non, mais la PSU, tout ça, c'est très technique. Après, on est quand même dans un cas comme dans l'autre. Ce sont des personnes en situation d'extrême vulnérabilité, des personnes qui sont dépendantes d'adultes, il ne Mmh. faut pas l'oublier. Et ce sont aussi, et puis on est toujours dans un cas comme dans l'autre, des secteurs du care, des secteurs qui sont essentiellement occupés par des femmes et dont le travail est peu valorisé. Je pense que c'est quand même deux parallèles qu'il faut conserver en tête. Cyril Godefroy. Oui, on n'est plus à une époque où ces métiers-là, c'était la charité qui s'en occupait avec les congrégations de sœurs, quoi. Donc, c'est des vrais professionnels qui travaillent maintenant. Donc, il faut dépasser un petit peu quand même cet aspect un peu historique et puis bien se rendre compte que c'est un métier. Et c'est pas simplement parce que vous êtes une femme que vous savez vous occuper des enfants ou que vous êtes proche de vos aînés pour pouvoir s'en occuper en fin de vie. Est-ce que vous êtes en train de nous expliquer, et à juste titre sans doute, que le métier de l'accompagnement des aînés n'a strictement rien à voir avec le métier de l'accompagnement des plus jeunes, des enfants? En tout cas, il faut dépasser cette image que c'est aux femmes de s'occuper aussi bien Ça, des c'est plus jeunes certain. que des plus âgés. Et que si le métier du care, que ça soit dans le grand âge, dans le soin ou dans la petite enfance, sont principalement des métiers de femmes, ce n'est pas pour autant qu'elles font ça que par vocation et que pour la gloire. Voilà, il va falloir quand même pouvoir, à un moment ou à un autre, correctement valoriser ces métiers-là. Thibaut Bazin, en quelques mots, qu'est-ce que vous préconisiez dans votre rapport, dans ce rapport rendu en mai dernier, pour améliorer notamment la qualité de l'accueil dans ces établissements de la petite enfance? C'est qu'on ait un cadre beaucoup plus précis et homogène sur l'ensemble du territoire de ce qu'on attend en termes qualitatifs d'accueil et de prise en charge des enfants, puisqu'on voit bien, et ils sont pas là juste pour être gardés. Ils sont là pour développer aussi leurs propres compétences, leur sociabilité. Et finalement, si on évolue, y compris sur les congés naissance, les enfants qui vont arriver dans les structures collectives vont être un peu plus âgés. Est-ce que ça va faire évoluer aussi ce qu'on attend des professionnels qui y travaillent, des conditions d'accueil? Il y a beaucoup de questions qui se posent et on voit bien qu'on a un problème de cloisonnement dans notre pays sur l'ensemble des politiques publiques qui sont menées. Quand on fait évoluer l'école pour parfois dès 2 ans, comment ça va impacter? Est-ce qu'il y a des liaisons entre l'accueil collectif et l'école? On voit bien derrière la question du sens du métier des professionnels, il y a aussi la mise en cohérence de l'ensemble de nos politiques publiques de manière à ce qu'on améliore le bien-être à la fois pour les professionnels, mais aussi pour les enfants qui y sont accueillis. C'est important ce qui vient d'être dit, Cyril Godefroy. Le métier, votre métier, cela ne consiste pas seulement à garder des enfants, c'est bien plus que cela. Oui, on ne parle pas de mode de garde dans la profession, on parle Hmm. bien de mode d'accueil. On accueille aussi bien l'enfant que sa famille. Et je rappelle, on accueille les enfants à partir de 10 semaines après la fin du congé de maternité. Et ils passent à l'étape de l'école maternelle quand ils ont 3 ans et demi. Et on part d'être le plus vulnérable qui soit, qui est totalement dépendant de l'adulte, à un enfant qui sait marcher, parler, généralement qui commence à acquérir la propreté et qui parle. Donc on voit bien quand même que c'est une période de la vie qui n'aura un développement jamais aussi important que ça dans tout le reste de son existence quand même. Merci beaucoup à tous les trois de cette discussion et de ces éclairages. Cyril Godefroy, je rappelle que vous êtes éducateur de jeunes enfants, co-secrétaire général du syndicat national des professionnels de la petite enfance. Thibaut Bazin, député membre de la droite républicaine de Meurthe-et-Moselle, président de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les crèches et sur la petite enfance. Et Louise Ovitu, vous êtes journaliste au Nouvel Obs et vous avez signé cette enquête passionnante intitulée Les crèches au bord de l'implosion entre rentabilité à tout prix, burn-out et maltraitance cachée. Merci à tous les trois.